parler aujourd'hui d'une forme de sculpture présente précisément dans le parc du château qu'on a un petit peu tendance à oublier ou à moins regarder. On connaît tous les statues, les groupes, les termes, donc ces figures humaines se terminant en gaine, mais on oublie parfois un petit peu les vases sculptés. J'avais eu l'occasion de leur consacrer un mémoire lorsque j'étais étudiant à l'école du Louvre, et puis un article dans Versalia, dont je vous propose un petit résumé pour vous permettre de se promener dans le parc durant cette période de fermeture, donc de façon virtuelle. Alors ces vases sculptés sont extrêmement importants dans l'étude de la sculpture du château et dans l'étude du parc de Versailles, car c'est véritablement à Louis XIV que l'on doit la renaissance de ce type de sculpture très particulière qu'on avait un petit peu oublié depuis l'Antiquité romaine. Alors je vous propose de voir ensemble comment a été remise au goût du jour ce type de sculpture très particulier. Alors, les vases, de manière générale, dans les jardins de Versailles se retrouvent dès l'origine, dans les premiers jardins du château. Il s'agissait plutôt d'objets utilitaires, notamment des vases destinés à accueillir des fleurs. Ils étaient pour la plupart en faïence réalisée dans différentes manufactures, aussi bien à Nevers, à Rouen ou à Saint-Cloud. Et la faïence était un matériau très apprécié dans les premiers jardins de Versailles, comme le rappelle évidemment le célèbre Trianon de porcelaine, qui a laissé évidemment la place à l'actuel Grand Trianon, et qui rappelle l'importance de la polychromie dans ces premiers jardins de Versailles. Alors ces vases en faïence, on peut notamment les voir sur ce tableau de Jean Cottel qui représente le bosquet de la montagne d'Eau, où vous pouvez les voir sur ces treillages, donc ces vases en faïence bleue et blanche qui ressortent particulièrement bien sur la frondaison, en tout cas sur la verdure des feuillages du bosquet. Alors ces vases étaient sans doute assez fragiles et ils ont par la suite été remplacés par des vases en métal, mais on a tenu à conserver leur apparence initiale puisqu'ils furent peints à l'imitation de la céramique, sans doute pour garder la couleur qui était très présente dans ces jardins. On pouvait également voir des vases servant à dissimuler des jets d'eau. C'était le cas au pavillon d'eau, donc qui a précédé le bosquet de l'Arc de Triomphe, mais aussi au bosquet du Marais, si cher à Madame de Montespan, où on avait ces vases abritant des jets d'eau qui étaient disposés sur de grandes consoles qui rappelaient le mobilier présent à l'intérieur du château. Et on le trouve surtout, évidemment, au bassin de Neptune, où on place une vingtaine de vases sur la tablette, qui existent encore aujourd'hui, donc contenant chacun un jet d'eau et qui contribuent au spectacle de ce grand mur aquatique que l'on peut découvrir notamment lors du final des grandes eaux musicales, avec un nombre de jets d'eau évidemment assez exceptionnel pour ce bassin. Une autre forme de vase utilitaire, ce sont les vases à oranger, qui rappellent bien sûr ce succès extrêmement important des agrumes européens, des agrumes méditerranéens à Versailles, pour lesquels on construit la somptueuse orangerie dans laquelle ils sont placés durant l'hiver, et pendant la belle saison, ces orangers sont répartis dans le parc du château, mais aussi à l'intérieur même du château, dans les grands appartements, et notamment dans la galerie des glaces. Et on pouvait évidemment, en déambulant dans ces grands appartements, apprécier à la fois leur vue et leur senteur. Ces orangers n'étaient pas placés dans de
vulgaires pots en terre, comme on pourrait l'imaginer, mais bien au contraire, dans des vases somptueux qui furent réalisés par plusieurs orfèvres, dont le célèbre Claude Ballin. Alors ceux qui étaient destinés à l'intérieur du château furent réalisés en argent ciselé. Ils firent donc partie du célèbre mobilier d'argent de Louis XIV qui partit à la fonte en 1689 et en 1709. Il s'agissait de pièces vraiment exceptionnelles qui pesaient quand même chacune 35 kg, donc un poids assez considérable. Leurs pendants dans les jardins furent réalisés en bronze, donc un matériau beaucoup plus adapté aux conditions extérieures, et ils existent toujours sur les parterres du nord et du midi. Pour la première fois, ces vases constituaient de véritables créations artistiques. Ce sont des modèles d'une très grande richesse, et c'est à ce titre qu'ils furent gravés immédiatement par Jean Lepôtre, qui les a intégrés au sein de son prestigieux volume du Cabinet du Roi, qui permettait de recenser les plus grandes œuvres d'art de la collection de Louis XIV. Alors on peut enfin citer les vases en plomb doré de la salle de bal, accompagnés de 8 torchères, dont l'iconographie célèbre à la fois l'eau, donc évidemment l'ensemble des jets d'eau du Bosquet, mais aussi la danse et le théâtre, venant ainsi rappeler les grandes fêtes qui étaient données à l'époque de Louis XIV au sein de cette salle de bal. Après ces premiers vases donc à vocation utilitaire dont je viens de vous parler, on voit une transition qui s'opère avec l'apparition dans le parc du château des vases en marbre qui permettent de relier directement le siècle de Louis XIV avec l'Antiquité romaine. Car ce sont en effet les patriciens romains de l'Antiquité qui ont pour la première fois fait du vase en marbre un objet décoratif indépendant et qu'ils ont placé dans leur jardin, et comme en témoignent les deux exemples les plus célèbres que sont le vase Médicis, aujourd'hui conservé à Florence, et le vase Borghese, aujourd'hui conservé au Louvre, qui sont tous deux décorés sur la panse, donc la partie qui entoure le marbre, de reliefs représentant des sujets de la mythologie, sans doute inspirés de l'Iliade pour le vase Médicis et de scènes plutôt bachiques pour le vase Borghese. Alors, dès la fondation de l'Académie de France à Rome, en 1666, par Colbert et Louis XIV, dont la vocation initiale est bien entendu de former les artistes français qui partent à Rome pour aller copier les œuvres de l'Antiquité et les grands maîtres de la Renaissance. Alors je précise d'ailleurs que l'Académie de France à Rome, à ce moment-là, n'est pas implantée à la Villa Médicis comme aujourd'hui, mais au Palais Mancini, sur le Corso. Donc, fonction officielle de cette académie, former les artistes, et une fonction un petit peu plus officieuse, qui est de servir de tête de pont à la surintendance des bâtiments pour rapatrier en France toutes les œuvres d'art que l'on pourra trouver afin d'orner les résidences royales. Donc ce sont les directives que reçoivent les directeurs de l'Académie depuis la France, et on a notamment cette lettre de Colbert qui l'illustre particulièrement bien, qui dit « Nous devons faire en sorte d'avoir tout ce qu'il y a de plus beau en Italie ». Et donc, outre les statues antiques que l'on souhaite donc ramener en France, ou bien copier pour être ramené en France, Colbert demande également de copier les vases antiques pour le parc du château. Alors, ces copies sont les premiers vases en marbre qui prennent place dans le parc de Versailles, ce qui est complètement inédit depuis l'Antiquité. Il s'agit des copies des célèbres vases dont je viens de vous parler, donc Médicis et Borghese, que l'on peut voir encore aujourd'hui sur le parterre du bassin de la Tonne. À partir de 1684,
on voit l'apparition des premières créations originales en marbre, donc on ne copie plus l'Antiquité, on crée véritablement des vases, avec notamment les vases du Triomphe de Galatée et du Triomphe d'Amphitrite, qui sont deux chefs-d'œuvre du plus grand sculpteur de Louis XIV, François Girardon, qui présentent les modèles des reliefs au Salon du Louvre, donc où chaque année les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture pouvaient présenter les œuvres qu'ils avaient réalisées durant l'année. Alors ces deux vases étaient implantés initialement sur le parterre du Nord et ils se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre et ils ont perdu leur couvercle puisqu'il s'agissait de vases fermés à l'origine. Donc les deux vases de Girardon, et on peut citer également les deux célèbres vases de la guerre et de la paix, exécutés respectivement par Antoine Coisevaux et Jean-Baptiste Tuby, qui sont placés sur le parterre du château, juste en sortant du château dans le parc, qui mesurent tous deux plus de 2 mètres de haut, ce qui est une taille vraiment considérable, et ils constituent à l'époque les plus grands vases jamais réalisés, ce qui fait évidemment toute leur importance. Donc comme on vient de le voir, c'est Colbert qui est à l'origine de l'introduction, avec Louis XIV bien sûr, de ces vases dans les jardins de Versailles, mais c'est son successeur, Louvois, qui va véritablement donner aux vases sculptés son essor dans le parc du château, notamment en commandant la vingtaine de grands vases destinés à orner l'allée royale ou le tapis vert, donc qui permet de relier le parterre de la Tonne au bassin d'Apollon, où ces vases, qui fonctionnent par paires, vont alterner avec des statues des plus grands sculpteurs de l'époque. Alors voilà pour l'évolution de la forme. Il faut dire à présent quelques mots des sujets, car il ne s'agit pas simplement de vases d'ornement. Certains vases se rattachent directement à l'image du roi, et ceux qui le montrent le mieux sont les vases justement de la guerre et de la paix que nous venons d'évoquer, dont les modèles ont été donnés par Charles Le Brun, le premier peintre du roi. Alors sur le vase de la guerre, qui se situe à gauche du perron, on distingue 2 scènes. D'un côté, la prééminence de la France reconnue par l'Espagne, qui rappelle un incident diplomatique notable, assez savoureux, qui a eu lieu en octobre 1661, lors de l'entrée de l'ambassadeur de Suède à la cour d'Angleterre. Et à ce moment-là, grillant la priorité, l'ambassadeur d'Espagne ose faire passer son carrosse avant celui de l'ambassadeur de France, en tuant au passage quelques membres de la suite française, alors même que l'usage était de laisser justement la préséance à la France. Alors, conflit diplomatique, l'Espagne doit révoquer l'ambassadeur fautif et envoyer le marquis de Fuentes, qui vient faire de plates excuses au nom du roi d'Espagne devant Louis XIV, au Louvre, un épisode qui va être largement représenté, notamment sur une tapisserie des Gobelins de la tenture de l'Histoire du roi, ou sur un médaillon de la Galerie des Glaces, dont s'inspire en fait directement le vase de la guerre. Alors on voit dans ce médaillon et sur le vase la figure de la France qui est debout, vêtue d'un très beau manteau fleur-de-lysée, qui est accompagnée des allégories de la justice et de la force d'âme, avec, face à elle, la figure de l'Espagne, légèrement inclinée vers la France, et surtout accompagnée de son animal emblématique, le lion, qui lui, particulièrement ridiculisé par le peintre et par le sculpteur, donc qui représentait la queue entre les jambes, tout penaud, et qui vient quasiment lécher les pieds de la France, et donc faire ainsi amende honorable. Donc on devine que la scène n'a pas dû beaucoup plaire aux Espagnols qui visitaient le château de Versailles. L'autre face du vase représente le secours de Hongrie qui s'inspire également d'un médaillon de la Galerie des Glaces,
L'épisode rappelle la bataille de Saint-Gothard en Hongrie, qui a vu s'opposer les troupes impériales et françaises contre les Turcs. Et on y voit la France représentée piétinant 4 Turcs tombés au sol, qu'on reconnaît très bien avec leurs turbans et leurs cimeterres. Donc la France tient un bouclier avec des fleurs de lys, elle est accompagnée de l'aigle, symbole de l'Empire, et sur le vase, où la panse est plus large que le médaillon peint de la galerie, on a rajouté Hercule venant soutenir la France dans ce combat contre les Turcs. Alors voilà pour le vase de la guerre. On peut parler maintenant de son pendant, le vase de la paix, qui lui représente la paix de Nimègue, qui met fin à la guerre de Hollande, une très grande victoire de la France qui vaut à Louis XIV à ce moment-là le surnom de Louis le Grand, et qui va le consacrer comme le maître de l'Europe. Et c'est à ce moment-là que l'on réalise également toutes les sculptures du bosquet de l'Arc de Triomphe, où on voit la France triomphante, réalisée par Tubi, en train de dominer évidemment les puissances vaincues. Alors sur le vase de la paix, le roi est représenté assis sous un dais face à Hercule, encadré par la victoire et l'abondance. Et de l'autre côté, la scène se poursuit avec la figure de la paix qui offre une branche d'olivier à la Hollande, qui invite l'Espagne à la recevoir, tandis que l'Allemagne, elle, n'a pas encore déposé les armes. Donc on voit toutes les puissances vaincues qui, progressivement, viennent recevoir la paix donnée par la France. Et sur le côté, la figure de l'histoire qui montre à la renommée une tablette sur laquelle est inscrit en latin, et je vous donne la traduction, « La paix faite aux conditions qu'il a prescrites, Nimègue 1679 ». L'emplacement des 2 vases, d'ailleurs, n'est pas choisi au hasard, puisque le vase de la guerre est situé juste en contrebas du salon de la guerre, et le vase de la paix en contrebas du salon de la paix. Donc on voit qu'il participe pleinement au discours politique déployé par Charles le Brun à l'intérieur des grands appartements, et il constitue un prolongement au sein du parc de ce discours. Alors cette célébration du roi peut aussi se faire de façon plus discrète, comme c'est le cas notamment sur les vases de Balin, où on retrouve notamment les armes du roi, accompagnées des ordres du roi, donc l'ordre de Saint-Michel et l'ordre du Saint-Esprit. On voit également une tête de soleil qui renvoie bien évidemment à la figure d'Apollon, figure tutélaire choisie par Louis XIV, et qui apparaît également à travers deux reliefs représentant des épisodes de la vie du dieu, Apollon tuant le serpent Python, qu'on retrouve bien sûr sur le bassin du dragon, juste à côté du bassin de Neptune, et Apollon et Daphné, donc Apollon poursuivant la nymphe de ses assiduités, et cette dernière qui se transforme en laurier, comme l'a évidemment sublimé le Bernin à Rome. On retrouve également cela sur les 2 très beaux vases du soleil qui encadrent le perron permettant de descendre au bassin de l'Atonne, avec une magnifique tête de soleil rayonnant, des palmes, des branches de laurier, et sur le bas de la panse, ce qu'on appelle des campanes, donc qui imitent des éléments de tissu qui pendent d'un baldaquin, sur lesquels se trouvait avant la Révolution le chiffre du roi, donc le double L entrelacé, et des fleurs de lys, éléments qui ont été bûchés à la Révolution. À partir de 1684, les vases vont perdre peu à peu leur dimension symbolique, et les éléments héraldiques ou emblématiques plus exactement, qui subsistent, deviennent plutôt des motifs décoratifs, plus discrets, comme l'illustrent justement les vases du tapis vert ou du lallet d'eau, où les éléments comme les fleurs de lys, les tournesols se mêlent aux autres ornements.
Donc, comme on vient de le voir, sous le règne de Louis XIV, le vase redevient donc un élément incontournable de la statuaire décorative de jardin, et cette mode va s'étendre aux autres résidences royales, et notamment aux résidences royales étrangères. De même que Louis XIV avait voulu imiter l'Antiquité, les autres monarques européens vont vouloir copier Versailles, et on retrouve ces vases dans d'autres résidences royales, notamment en Espagne ou aux Pays-Bas, avec évidemment cette même dimension politique parfois qui apparaît sur les vases. Par ailleurs, ce modèle perdure au XIXe siècle avec la mise au point de la fonte d'art qui va permettre de copier à l'infini les modèles créés à l'époque classique, et c'est notamment les vases de Balin, encore une fois, les vases à oranger qui vont être copiés, tout d'abord à Versailles, afin de permettre d'avoir un nombre symétrique de vases sur les deux parterres, donc on copie les vases déjà existants, et puis un certain nombre de propriétaires de châteaux qui vont demander des copies des vases de Versailles. C'est le cas pour le marquis de Hertford pour le château de Bagatelle, par exemple. C'est également le cas pour Alfred Sommier, qui commande des exemplaires en marbre ou en fonte pour le château de Vaux-le-Vicomte, où il se trouve toujours, ou encore de Louis Quint d'Anvers pour le château de Champs-sur-Marne. Donc comme vous le voyez, l'histoire du vase versaillais est donc un élément incontournable de l'histoire de la sculpture générale de Versailles, et j'espère que cette présentation vous permettra de les regarder d'un œil neuf lorsque vous pourrez de nouveau parcourir le parc du château en étant attentif aux différents éléments que nous venons d'évoquer ensemble. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé, et espère vous retrouver bientôt pour les activités des Amis de Versailles.